Yuki rêvait de devenir un samouraï légendaire. Il parlait de grandeur chaque nuit. Pourtant, chaque matin, il trouvait une raison de ne pas s'entraîner. Les jours passaient, les années passaient, son épée restait propre. Alors dites-moi, l'ambition vous rend-elle fort ou vous rend-elle paresseux en silence? Regardez votre propre vie un instant. Vous avez des objectifs, peut-être de grands objectifs. Vous voulez maîtriser une compétence, créer une entreprise, devenir discipliné, devenir quelqu'un de plus fort que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et pourtant, chaque jour, les choses les plus difficiles sont celles que vous évitez le plus. Vous faites défiler, vous reportez. Vous vous dites que vous commencerez demain, quand vous vous sentirez prêt, motivé, préparé. La vie moderne creuse ce fossé. Votre téléphone offre un soulagement instantané. Vos habitudes offrent un confort sans signification. Le développement personnel occidental vous dit de pousser plus fort, de compter sur la motivation, de détoxifier votre vie du jour au lendemain. Et quand cela échoue, comme c'est généralement le cas, vous vous blâmez. Vous vous croyez faible, paresseux, brisé. Mais et si le problème n'était pas votre manque de discipline? Et si vous combattiez votre cerveau de la mauvaise manière? Tout comme Yuki, piégé entre une grande identité et une inaction quotidienne, de nombreuses personnes ambitieuses souffrent d'une paralysie silencieuse. Plus le rêve est grand, plus il pèse lourd. L'esprit résiste non pas parce qu'il déteste l'effort, mais parce qu'il craint la douleur, l'incertitude et la perte de confort. Alors la vraie question devient celle-ci. Pourquoi votre cerveau refuse-t-il de faire des choses difficiles, même quand vous les désirez plus que tout? Le problème de Yuki n'était pas la paresse, c'était l'ambition sans mouvement. Chaque fois qu'il parlait de devenir un grand samouraï, son esprit le récompensait avec un sentiment de progrès. Il se sentait comme le futur guerrier qu'il imaginait. Et ce sentiment suffisait à faire taire l'urgence de s'entraîner aujourd'hui. C'est le paradoxe. Quand vous parlez trop de vos rêves, votre cerveau confond l'intention avec l'action. Les psychologues appellent cela un piège identitaire. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un avec du potentiel, quelqu'un destiné à plus. Et une fois cette identité assurée, l'effort devient facultatif. Pourquoi souffrir maintenant? Si la grandeur semble déjà réelle, on le voit partout. Les gens annoncent des objectifs en ligne, mais ne les réalisent jamais. Ils achètent des livres, mais ne les lisent pas. Des cours, mais ne les pratiquent pas. Le rêve devient une couverture chaude, confortable, impressionnante et complètement inutile. L'ambition, lorsqu'elle est déconnectée de l'action quotidienne, ne vous pousse pas en avant. Elle vous sédate. Elle vous donne un faux sentiment d'accomplissement. Et lentement, sans vous en rendre compte, votre esprit commence à protéger le rêve au lieu de le poursuivre, parce que l'action comporte des risques. L'action expose la faiblesse. L'action pourrait prouver que le fantasme est fragile. Alors, demandez-vous honnêtement, courez-vous après votre rêve ou vous cachez-vous à l'intérieur? Quand Yuki a finalement essayé de changer, il a fait ce que la plupart des gens font. Il s'efforçait, il se levait plus tôt, il se punissait d'avoir manqué l'entraînement. Il répétait le mot « discipline » comme un sortilège. Et pendant quelques jours, cela a fonctionné. Puis la résistance est revenue, plus forte qu'avant. C'est l'erreur occidentale. Nous traitons l'esprit comme un ennemi à conquérir. Nous croyons que plus de pression équivaut à plus de progrès. Mais le cerveau ne répond pas à la violence. Il répond à la sécurité. Quand vous vous forcez, votre système nerveux interprète l'effort comme un danger. Et le danger crée l'évitement. Pensez à l'homme qui a fumé pendant 20 ans. Il a essayé des patchs, des thérapies, des médicaments, même l'hypnose. Chaque méthode reposait sur la force. Chaque échec renforçait la honte. Jusqu'à ce qu'un jour, un vieux moine lui dise quelque chose d'étrange. Ne combattez pas l'envie, asseyez-vous avec elle. La même chose est arrivée à un jeune moine, consumé par la colère. Plus il essayait de la réprimer,
plus elle explosait. Ce n'est que lorsqu'il a appris à remarquer la colère, sans juger ni résister, qu'elle a perdu son pouvoir. Alors voici l'inconfortable vérité. Plus vous poussez, plus votre cerveau repousse. Votre cerveau traite l'inconfort comme une alarme incendie. Une envie apparaît et instantanément elle crie « Fais quelque chose, maintenant ». Vous croyez que ce sentiment grandira pour toujours à moins que vous ne lui obéissiez. Alors, vous vous échappez vers votre téléphone, la nourriture, l'alcool, la procrastination. Mais le moine a enseigné quelque chose de radical. Il a demandé aux fumeurs de s'asseoir quand l'envie arrivait. Pas de distraction, pas de remplacement, juste l'observation. Souffle après souffle, sensation après sensation. Ce que l'homme a découvert l'a choqué. L'envie est montée, elle a atteint son pic, et puis, sans être nourrie, elle s'est estompée, comme une vague frappant le rivage. La plupart des envies, a-t-il appris, ne durent pas. Elles ne semblent interminables que parce que nous paniquons. Nous confondons intensité et permanence. Ce malentendu vous piège. Vous pensez que commencer une tâche difficile signifie souffrir pendant des heures. En réalité, la partie la plus difficile, ce sont les premières minutes. Le cerveau résiste non pas au travail lui-même, mais à la transition vers l'inconfort. Une fois que vous voyez les envies comme temporaires, tout change. Vous cessez de les traiter comme des urgences. Vous cessez de négocier avec elles. Vous les laissez passer. Et dans cette petite fenêtre, quand la vague commence à retomber, vous pouvez agir. Alors la question devient: quel système vous permet d'agir pendant cette fenêtre, sans force? La philosophie japonaise ne vous demande jamais de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Elle vous demande de devenir légèrement meilleur aujourd'hui et de respecter le processus. C'est là que naît la méthode du lotus. Comme un lotus, la vraie discipline naît de l'eau boueuse, pas de la perfection. Le Kaizen enseigne cela en premier, une amélioration d'1%. Pas un effort héroïque, pas une transformation, juste un progrès quotidien, si minime que votre cerveau ne panique pas. Un homme d'affaires japonais a un jour réduit son temps de télévision, non pas en arrêtant, mais en l'éteignant 5 minutes plus tôt chaque semaine. Pas de résistance, pas de drame, juste un élan. Le Shuhari explique comment la maîtrise se développe. Shu, vous suivez une forme simple, sans la remettre en question. Ha, vous vous adaptez une fois l'habitude stable. Ri, la discipline devient naturelle, presque invisible. C'est pourquoi les samouraïs s'entraînaient au rituel avant les batailles. Ils n'attendaient pas la motivation. Ils faisaient confiance à la forme. L'ikigai donne un sens à la répétition. Un peintre qui a arrêté l'alcool ne l'a pas remplacé par de la volonté. Il l'a remplacé par du dessin nocturne, non pas pour être grand, mais parce que cela semblait juste en silence. Le Bushido relie tout cela. Le courage n'est pas l'intensité, c'est la cohérence. L'honneur n'est pas l'ambition, c'est se présenter quand personne ne regarde. La méthode du lotus suit ses lois. Vous ne forcez pas le cerveau, vous le guidez par le rituel, l'environnement et de petits actes délibérés qui rendent les choses difficiles sûres à commencer. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie quotidienne? La méthode du lotus ne fonctionne que si elle vit dans votre corps, pas seulement dans votre esprit. Les samouraïs ne comptaient pas sur les pensées, ils comptaient sur des rituels, de petites actions répétables qui disaient au cerveau « il est sûr de commencer ». Voici les habitudes qui transforment les choses difficiles en quelque chose que votre système nerveux peut accepter. Un jeu, ouvrez la fenêtre chaque matin. Avant de toucher votre téléphone, ouvrez complètement la fenêtre. Laissez l'air froid ou chaud frapper votre visage. Écoutez les sons lointains. Cet acte simple signale une transition, du sommeil à la présence. En Occident, nous cherchons la stimulation. Au Japon, nous cherchons la réinitialisation. Une seule bouffée d'air frais fait plus que 10 minutes de défilement.
2. Thé lent, pas caféine rapide. Préparez le matcha et délibérez. Mesurez la poudre. Chauffez l'eau avec précaution. Fouettez lentement avec le shasen. Ce rituel enseigne la patience par les mains. Contrairement à l'ingestion de café pour l'urgence, le thé entraîne une préparation calme. Vous ne vous précipitez pas dans la journée, vous y entrez. 3. Pratiquez la conscience olfactive, vous n'avez pas besoin d'encens. Sentez le café, la pluie, le bois, le savon. Concentrez-vous uniquement sur l'odeur pendant 10 secondes. Cela ancre l'attention dans le présent. Les traditions japonaises de Kodo utilisaient l'odeur pour aiguiser la conscience. Lorsque vos sens mènent, l'esprit suit. 4. Komorebi et lumière. Tenez-vous près d'une fenêtre ou d'un arbre. Observez la lumière du soleil filtrée à travers les feuilles. Cette lumière réinitialise votre horloge interne et adoucit la fatigue mentale. 10 minutes calmes, ici, restaurent plus d'énergie que de forcer la productivité dans l'obscurité. 5. Série, essaye-t-on. Désencombrez doucement. Ne nettoyez pas tout. Choisissez 5 objets. Gardez ce qui vous sert. Éliminez ce qui ne vous sert pas. Le désordre physique draine l'énergie cognitive. La productivité occidentale ajoute des outils. L'ordre japonais supprime le bruit. 6. Sentez l'eau sur vos mains. Lorsque vous vous lavez les mains, ralentissez. Remarquez la température, la texture, le mouvement. Cela reflète le rituel Temizu avant d'entrer dans un sanctuaire. Vous nettoyez symboliquement l'esprit avant l'action. 7. Nettoyage matinal comme méditation en mouvement. Balayez, essuyez, organisez. Les écoles et les temples au Japon commencent la journée de cette manière. Cela ancre le corps et calme la pensée. Les tâches difficiles semblent comme plus légères une fois l'ordre physique restauré. Chaque rituel est petit, presque trivial. C'est le but. Vous ne vous préparez pas à faire des choses difficiles. Vous les faites déjà. Doucement, Yuki n'a jamais échoué par manque d'ambition. Il a échoué parce qu'il attendait de se sentir prêt. La voix du samouraï enseigne quelque chose de plus discret. L'action vient en premier, la clarté suit. Vous ne battez pas la résistance par la force. Vous la dépassez par de petits rituels honnêtes pratiqués quotidiennement. Aujourd'hui, choisissez une habitude. Ouvrez une fenêtre. Lavez-vous les mains en pleine conscience. Commencez avant que la confiance n'arrive. Et si cette voix vous parle, restez, car le samouraï moderne se forge une petite action à la fois.